Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du cabinet du chef de l'État, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Madame la directrice du bureau pays de l'OIT à Kinshasa, Excellences, Messieurs les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, secrétaires généraux de l'administration publique, chers partenaires sociaux, Messieurs les généraux des FARDC, chefs de l'état-major, Messieurs les officiers généraux des FARDC et de la police nationale, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise et officiers de la police, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville-province de Kinshasa, Monsieur le commandant de la 14e région militaire de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers camarades secrétaires généraux et présidents des organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs, chers camarades travailleurs. En ce jour mémorable du 1er mai 2024, où les travailleurs du monde entier célèbrent la Journée internationale du travail, il va de soi que la tradition soit respectée en RDC. Cela dans un contexte très particulier, à savoir la guerre de l'Est qui a fait et continue à faire des ravages humains et dans l'économie, les emplois et les moyens de subsistance des plus vulnérables comme les travailleurs, agents et fonctionnaires de l'État, enseignants et infirmiers, les policiers, les militaires et les paysans. Avant de continuer et en solidarité avec nos compatriotes de l'Est de notre pays victimes des attaques barbares des pays voisins, nous vous prions de bien vouloir observer une minute de silence en mémoire de tous ceux que nous avons perdus. Merci, je vous remercie. Pour rappel de l'histoire, la journée du 1er mai est la sublimation du combat héroïque mené par les travailleurs à Chicago en 1886 pour réclamer la réduction du nombre d'heures de travail et les bonnes conditions de travail. Cette revendication fut réprimée dans le sang, où plusieurs travailleurs furent assassinés. Aujourd'hui, dans le monde entier, et en particulier en République démocratique du Congo, les dirigeants des entreprises affichent presque les attitudes similaires, car au lieu d'écouter et de recevoir les travailleurs, ils répondent par des arrestations, par des licenciements, par des tueries. Bref, ils briment les travailleurs au lieu de négocier. Que pouvons-nous dire?
Je disais, en République démocratique du Congo, les dirigeants des entreprises affichent presque les attitudes similaires, car au lieu d'écouter et de recevoir les travailleurs, ils répondent par des arrestations, des licenciements, des tueries. Bref, ils briment les travailleurs au lieu de négocier. Que pouvons-nous dire aujourd'hui de ce que les cahiers des charges des travailleurs déposés au gouvernement tous les 1er mai de chaque année ont ramené comme vraie solution aux revendications des masses laborieuses congolaises? En effet, dans le secteur public, nous pouvons encourager le travail réalisé par le ministre de la fonction publique quant à la mécanisation, les départs en retraite, les promotions de certains agents et fonctionnaires de l'État qui étaient en souffrance. Mais l'intersyndicale nationale du Congo reconnaît qu'il y a encore beaucoup de cas non traités, voire même suspendus, qui méritent d'être résolus. Les enseignants, les agents et fonctionnaires de l'État subissent des injustices, des impayements, des inégalités, des humiliations qui vont jusqu'à nier leur statut. Je disais, camarades, que les enseignants, les agents et fonctionnaires de l'État subissent des injustices, des impayements, des inégalités, des humiliations qui vont jusqu'à leur nier leur qualité de travailleurs. Comment comprendre qu'un agent et fonctionnaire de l'État ou un enseignant qui est au service de l'État durant plusieurs années, voire même des décennies, n'a jamais obtenu un simple numéro matricule qui lui octroie un salaire? Il se contente seulement d'un statut, d'ailleurs inexistant, de nouvelles unités par les faits main. Qui peut comprendre cela? Aussi, le salaire modique des agents et fonctionnaires de l'État est entouré de beaucoup de publicités à la radio et à la télévision. Qui leur enlève le droit de jouir de leur rémunération en toute discrétion. Ces injustices vont jusqu'à diviser les médecins et les infirmiers, les professeurs et leurs assistants, ainsi qu'à leurs corps académiques, les magistrats et les huissiers, avec des tensions salariales à écart sans commune mesure, alors qu'ils sont tous dans les mêmes marchés de consommation et ils ont les mêmes employeurs. Ce salaire ne leur permet pas à nouer le début du mois, car il est faible de pouvoir d'achat et inférieur à l'indice de développement humain. La Bible ne dit-elle pas que c'est la justice qui élève une nation? Il est donc connu dans notre pays que presque 80% de notre budget national est consommé par les rémunérations des institutions politiques et administratives. Et je disais qu'il est reconnu dans notre pays que presque 80% du budget national est consommé par les rémunérations des institutions politiques et administratives et le reste des infrastructures de la population doit se contenter de 20% du budget national, parfois non exécuté, alors que les rubriques institutionnelles
sont toujours en dépassement, ce qui n'est pas normal et juste, car la population sait très bien que la classe politique congolaise se bat souvent plus pour ses propres intérêts égoïstes que pour ceux de la population. Pour preuve, chaque année, le budget de rémunération des institutions augmente toujours pendant que les maigres budgets affectés aux services publics est souvent soit non exécuté, soit réduit davantage, soit servi à des individus. C'est le cas pour le budget de l'éducation nationale, des infrastructures hospitalières, des routes, des ponts qui sont presque délestés, et le pays se trouve ainsi enclavé tout entier au point que même les provinces voisines ou les villes voisines sont enclavées. La population est ainsi prise en étau, sans possibilité de se déplacer pour la recherche du marché, des débouchés et de l'emploi. C'est pour cette raison que l'Intersyndicale nationale du Congo pense que les cycles électoraux politiques ne profitent pas à la population, mais plutôt aux seuls politiciens qui ne pensent qu'à se positionner pour leurs intérêts égoïstes. Il s'ensuit que la population s'en trouve ainsi trahie par ces élus qui devaient défendre ses intérêts. Rares sont des fois où on a entendu des débats au Parlement sur des questions vitales de la population comme l'électricité, l'eau, la pollution de notre environnement, le pillage de nos ressources, l'augmentation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État et des policiers ou des militaires, la construction des routes de dessert agricole à l'intérieur du pays. Comment peut-on attendre l'arrivée des investisseurs sans préparer les infrastructures de base comme les routes? Les industries et les usines tournent avec l'électricité. Qui viendra dans un pays ou dans une province investir là où il n'y a pas d'électricité? Comment est-ce que les usines vont tourner? L'intersyndicale nationale interpelle le président de la République, le gouvernement de la République, pour que cette tendance soit renversée et que la solution soit trouvée. Le fait de recruter ou de nommer des mandataires publics à la tête des entreprises sans un programme préalable est parmi les causes de la mauvaise gestion dans les entreprises publiques. Raison pour laquelle l'Intersyndicale nationale du Congo s'est toujours opposée à la politisation des nominations des mandataires de l'État. Car les entreprises ne doivent pas être considérées comme des bulletins électoraux. Ce sont des entreprises de l'État et de tous les citoyens. L'intersyndicale préconise que les recrutements des mandataires soient faits sur base des concours des plus méritants à la tête des entreprises publiques avec des programmes d'action préétablis afin de pouvoir faire leurs évaluations à la suite de leur nomination. La culture de partage équilibré, des postes a donné toutes ses limites. Pourquoi persister à l'entretenir alors que la jeunesse attend toujours sans espoir
les emplois qui n'arrivent toujours pas sur les marchés. L'intersyndicale nationale du Congo tourne aussi les regards sur les tribunaux de travail installés depuis 2014 dans notre pays. Chers camarades, 9 tribunaux de travail ont été mis en place, dont 2 à Kinshasa, à la Gombe et à Matete, 2 au Congo central, à Matadi et à Boma, 2 dans les Grands Katanga, à Lubumbashi et à Kolwezi, 1 à Goma, 1 à Bukavu, 1 autre à Kikwit. Aujourd'hui, il faut rappeler que pour couvrir le pays, il faut à peu près 50 tribunaux du travail. Au rythme de 10 ans pour 9 tribunaux de travail, le pays risque de mettre un demi-siècle pour se doter de tribunaux spécialisés du travail. En dépit de la loi relative à la création, l'organisation et le fonctionnement des tribunaux du travail, nous voyons que les chambres de tribunaux du travail continuent à fonctionner parallèlement à ces tribunaux et c'est sans formation au point qu'il est difficile d'avoir des jugements équitables pour les travailleurs et l'ensemble de la population sur les pays. Jusqu'ici, il se pose un problème de fonctionnement de ces mêmes 9 tribunaux. Le siège du tribunal du travail de Kinshasa à la Gombe, par exemple, qui est le bâtiment de l'État, est revendiqué par un homme d'affaires étranger résidant à Kinshasa qui cherche à entrer dans ce qu'il considère comme ses droits. À chaque changement des autorités de juridiction, des tentatives de spoliation refont surface et cela demande une grande vigilance pour les travailleurs pour contourner cela. Sur 32 juges assesseurs de Kinshasa, 16 seulement sont payés. La modicité de la prime allouée aux juges assesseurs, employeurs et travailleurs, en toute discrimination par rapport aux juges de carrière. À Matadi, Boma, Kikwit, Goma, Bukavu, les juges assesseurs ne sont même pas payés. Les tribunaux de travail sont des juridictions spécialisées, mais ils n'ont pas de parquets qui leur sont attachés aux fins d'appliquer certaines dispositions de la loi portant Code du travail, spécialement en sa rubrique portant sur les pénalités dont la hauteur devrait être adaptée au niveau des tribunaux de grande instance. Au regard de ce qui précède, l'intersyndicale nationale du Congo demande au gouvernement de la République de mettre fin définitivement à l'insécurité juridique créée quant à la jouissance par le tribunal du travail de la Gombe du bâtiment qu'il occupe actuellement et que ces bâtiments où les magistrats et les greffiers sont à l'étroit soient affectés exclusivement au tribunal du travail et au greffe de ce tribunal. De régulariser et améliorer les primes des juges assesseurs pour les prestations qu'ils fournissent aux tribunaux du travail de la République. D'ores et déjà, soit envisagée aussi la mise en place d'un nouveau comité de pilotage pour la redynamisation des activités des tribunaux sur l'étendue de la République, des parquets près les tribunaux de travail, des cours d'appel du travail dans notre pays, la finalisation de l'installation des tribunaux dans toutes les provinces de la République. Dans le domaine public de l'État, nous assistons au bradage, à la prédation généralisée de nos richesses, de nos patrimoines nationaux, souvent avec la complicité de ceux-là même à qui l'État a confié la charge de protéger et de gérer ses ressources de ses patrimoines. Aujourd'hui, les détournements, les scandales financiers, la spoliation des biens de l'État sont les faits
non seulement des citoyens ordinaires ou des citoyens quelconques, mais aussi des hauts responsables qui agissent au nom de l'État en toute impunité. C'est ici le lieu d'interpeller les autorités judiciaires qui devaient profiter de l'indépendance de la justice pour laquelle son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'est battu avec la population pour leur garantir cela et les enlever sous la tutelle politique du ministre de Justice. Malheureusement, nous constatons que la justice ne se saisit pas de tous les cas de scandales, de détournement des biens publics, de vols, de spoliation du domaine public. Tous les détourneurs et autres voleurs se retrouvent aussitôt arrêtés, relâchés avec un grand étonnement, et l'on se demande, pourrons-nous encore espérer à une justice juste dans ce pays? Dans le secteur privé, l'intersyndicale nationale salue les réformes en cours à l'inspection générale du travail avec le recrutement de plus de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail. La mise en place pour la première fois du Conseil d'administration de l'Office national de l'emploi, la loi sur le régime général de la sécurité sociale, la loi sur la couverture santé universelle par le président de la République et la création du Fonds de solidarité de la santé. Nous remercions Son Excellence, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale pour toutes ces réformes initiées. Nous remercions Son Excellence, Madame la ministre du Travail et à la Prévoyance sociale pour toutes ces réformes initiées et l'organisation de la 8e édition des élections syndicales 2023-2026, élections qui se sont passées dans des conditions transparentes pour renouveler les mandats des 12 syndicats les plus représentatifs. Nous encourageons les gouvernements à poursuivre cette réforme en dotant l'inspection générale du travail de moyens conséquents pour permettre au corps des inspecteurs et contrôleurs du travail de fonctionner correctement. Une chose est de les recruter, une autre est de les doter de moyens. Nous ne cessons de rappeler que sans l'inspection générale du travail outillée, le dialogue social ne sera pas sincère et le gouvernement doit régler cette question de prise en charge. Concernant la couverture santé universelle en RDC, tout en saluant cette initiative salutaire du chef de l'État, qui a déjà donné ses fruits dans la gratuité des accouchements à Kinshasa, nous attirons l'attention du gouvernement sur le fait que, sans l'accélération des mesures d'application pour les régimes contributifs et les financements soutenus de l'État sur cette réforme salutaire pour la population, on risque bientôt de parler d'un projet mort-né. Car les autres provinces attendent et le financement ne suit toujours pas. L'intersyndicale nationale du Congo demande au gouvernement de libérer une dotation conséquente et permanente pour la poursuite de ces programmes. À cette exigence, nous demandons que la gratuité des accouchements, qui soulage financièrement les travailleurs, soit généralisée sur toute l'étendue du territoire national. La ville-province de Kinshasa ne représente pas la RDC. Une manière de reconnaître aussi l'effort de vaillants hommes et femmes en uniforme au front à l'est de notre pays et de garantir l'assurance maladie des membres de leur famille. Il est également important
que le gouvernement respecte son engagement pris à sa 17e réunion du Conseil des ministres de passer les fonds de solidarité pour la prise en charge sanitaire des enseignants, la mutuelle des enseignants ayant montré ses limites. Mesdames et messieurs, distingués invités, sur le plan social, les travailleurs ont de plus en plus fait le constat que l'État ne contrôle plus ses attributions régaliennes en ce que certains individus semblent être plus forts que la République. Beaucoup d'opérateurs économiques, notamment les Chinois, les Libanais, les Indiens et même certains nationaux, se comportent comme hors la loi, en toute impunité, au vu et au su de tous. Ils vont jusqu'à narguer l'État, à confisquer les biens de l'État, nos terres, nos forêts, nos eaux. Et en cela, ils sont, s'il vous plaît, gardés, accompagnés par notre propre armée et notre police au détriment de notre pays et des nationaux. Dans quel pays du monde, mes chers frères, on peut vivre et accepter cela? Comment pouvons-nous accorder des privilèges et des droits aux étrangers sans en bénéficier en réciprocité dans leur propre pays? Quel Congolais peut aller jouir des mêmes droits dans ces pays-là? Dans les relations internationales, il y a un principe, le principe de la réciprocité. Il arrive plusieurs fois des scandales tels que les travailleurs sont battus ou tués dans les chantiers ou dans les usines par des Chinois, des Indiens ou des étrangers tout court. Ces derniers sont ainsi protégés sans être traduits en justice alors qu'ils sont auteurs des actes criminels. Cette attitude ne se justifie que dans notre pays et ces mêmes étrangers ne peuvent pas poser de tels actes même dans leur propre pays. Pire encore, la plupart de ces expatriés sont entrés dans l'illégalité dans notre territoire. Et parfois, sans carte de travail et avec des faux noms. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Jusqu'à quand allons-nous livrer notre nation, notre pays? Voilà pourquoi l'Intersyndicale nationale du Congo exige que la carte du travail des étrangers ou l'autorisation de travailler émane du seul ministère du Travail et de l'Emploi et de la Prévoyance sociale qui a des techniciens à la matière et qui est outillé et non des services généraux, de la Direction générale de l'immigration. Chaque service doit faire son travail. Sur le chapitre de la sous-traitance, l'intersyndicale revient sur le fait que la sous-traitance ne doit pas être la règle. Ça ne doit pas être obligatoire. On ne doit pas voir cela partout. Mais une exception, car chaque entreprise a quand même un objet social. Il n'est pas normal que des entreprises se mettent à sous-traiter même leurs activités principales. Est-ce qu'un arbre peut exister sans branches, sans tronc? Il cède son activité principale. En quoi il reste une entreprise? Nous voulons que cette question soit réglée. Et il n'est pas normal que les entreprises, disais-je, se mettent à sous-traiter leurs objets principaux dans le but d'éviter de payer décemment les emplois permanents. Les entreprises de sous-traitance sont devenues des prétextes pour contourner les contrôles dans leurs activités principales. Et ils sont devenus aussi des lieux de maltraitance des citoyens congolais.
le lieu de déni de leurs droits au travail, le lieu de déni de leurs soins aux santé, et on ne leur accorde même pas les contrats du travail. Même les sociétés à renommée internationale arrivent dans notre pays, maltraitent les travailleurs, refusent à les déclarer à la Caisse nationale de sécurité sociale, refusent de les déclarer à la Direction générale des impôts et à l'Institut national de préparation professionnelle. Ils vont jusqu'à leur refuser de leur octroyer des contrats dans des emplois qui sont permanents. Mais ces mêmes entreprises exigent que leurs droits soient respectés par l'État congolais. Comment peut-on expliquer que les grandes entreprises minières traitent avec les sociétés de sous-traitance d'origine étrangère, alors que la loi dit que la sous-traitance est réservée exclusivement aux Congolais? De même aussi, l'artisanat dans le secteur minier est réservé aux Congolais seuls. Que viennent faire les Chinois et les autres étrangers avec les engins dans le secteur artisanal? Le gouvernement ne peut pas alléguer qu'il n'est pas au courant de cette situation. Et pourtant, la situation demeure ainsi sans aucune réponse de sa part. À ce sujet, nous rappelons au gouvernement qu'il doit assumer ses responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités en rétablissant l'ordre et en évacuant les étrangers dans ce secteur. Sinon, nous risquerons un jour de déplorer des situations entre les communautés locales et ces étrangers. Parce qu'il arrive que dans des campagnes, des routes, des forêts soient barricadées et la population ne sait même pas avoir accès pour aller puiser de l'eau, parce qu'une société a clôturé une rivière. Mesdames et messieurs, distingués invités, à ce qui concerne l'application du SMIC, en ce qui concerne l'application du SMIC, l'intersyndicale nationale du Congo exige d'abord son application et demande la révisitation de ce SMIC car il a perdu les 100% de son pouvoir d'achat. Souvenez-vous qu'au moment où nous l'avons négocié, il était l'équivalent de $5, donc à 7 000 francs. Aujourd'hui, $5 se négocie autour de 14 000. Ce salaire-là est toujours à 7 000. Le SMIC devait tenir compte du panier de la ménagère pour permettre aux familles des travailleurs de manger et nouer les 2 bouts du mois. Les travailleurs constatent qu'alors qu'ils payent les impôts régulièrement à l'État chaque mois, celui-ci ne leur garantit pas leur droit au travail et ne protège pas son travail contre les abus excessifs de certains employeurs. Certains travailleurs sont souvent impayés durant des mois dans les entreprises para-étatiques sans que cela fasse l'objet de poursuites judiciaires, ni de l'interpellation de ces mandataires, ni de leur révocation. Par contre, chaque fois que les travailleurs essaient de revendiquer leur droit d'être payés, ils sont victimes soit de licenciements, soit de suspensions, soit d'arrestations arbitraires ou de mesures vexatoires de la part de leurs bourreaux sous les yeux complices du gouvernement. Cette politique de 2 poids, 2 mesures doit cesser, où les victimes Nous disons que cette politique de 2 poids, 2 mesures doit cesser,
où les victimes, donc les travailleurs, deviennent des agresseurs et les bourreaux, les employeurs qui n'ont pas payé, deviennent des agressés juste parce que les mandataires ont l'appui du pouvoir politique. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine a engendré sur le marché mondial la flambée des prix des biens et des services. En RDC, l'inflation a alimenté cette crise, aggravée par les comportements véreux de certains opérateurs économiques qui ont augmenté dans les proportions inacceptables les prix de tous les biens de consommation, qui rendent ainsi nul le pouvoir d'achat des travailleurs, des agents et fonctionnaires de l'État, des enseignants, des policiers, des militaires, bref, de toutes les couches de la population. Le gouvernement doit donc trouver des solutions pour protéger le pouvoir d'achat de la population, surtout celles qui vivent dans la précarité. Pour cela, le gouvernement doit se mettre à table dans des négociations avec les syndicats les plus représentatifs pour trouver des solutions idoines. D'où aussi la nécessité de réhabiliter les hauts cadres du dialogue social adopté il y a 3 ans au Conseil national du travail. C'est le problème de la répartition de la richesse nationale qui se pose avec acuité, où les riches en ajoutent toujours pour eux et les pauvres continuent à s'appauvrir. L'intersyndicale souhaite que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, consulte aussi régulièrement les représentants des travailleurs et des employeurs afin de consolider les liens entre le monde du travail et les pouvoirs institutionnels. Parce qu'après tout, nous sommes aussi élus pour être consultés. Cela nous semble juste parce que, à notre avis, les travailleurs sont ceux-là qui ont les mains, qui accompagnent tous les programmes du chef de l'État dans la réalisation de tout son programme. Ça se fera avec les mains des travailleurs. Et donc, il est juste que le chef de l'État consulte les représentants des travailleurs. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous ne pouvons pas terminer notre message sans parler de la situation qui se passe à l'est du pays, où des groupes armés étrangers et nationaux, instrumentalisés par les multinationales et les pays voisins, avec la complicité de certains de nos compatriotes, ils pillent, ils violent, ils tuent. Chaque jour, il y a de mauvaises nouvelles. Chaque jour, il y a de la cruauté des femmes, des enfants, des vieillards, des innocents tués. Ceci sous les yeux et la complicité de la communauté internationale. L'intersyndicale nationale dénonce et condamne également la complicité dans la chaîne de commandement parmi certains officiers infiltrés qui se trouvent au front à l'est du pays, ainsi que les silences presque achetés ou imposés dans les chefs des acteurs politiques qui ne parlent pas assez tous. Ils se battent pour le pouvoir. Ils ne parlent pas de tueries. Ils ne parlent pas de viols. Ils ne parlent pas de pillages dont les populations sont victimes à l'est de notre pays. Si nous ne parlons pas nous-mêmes de ces tueries, qui va parler de cela? Si notre propre presse n'en parle pas chaque jour, qui voulez-vous qu'il parle de cela? Voilà pourquoi l'intersyndicale interpelle et demande que tous les Congolais, nous puissions nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser parce qu'il y a 30 ans que ce conflit
dure. Plus de 12 millions de morts et personne. Alors personne ne se lamente, ne s'inquiète dans la communauté internationale. Personne ne s'inquiète. Le sang des Congolais n'attire aucune pitié. Le sang des Congolais n'a pas d'alliés. Ailleurs, nous avons vu en Ukraine. À l'Ukraine, on a donné et les armes, et les moyens. On a imposé et les sanctions. À la RDC, on dit, allez négocier. On vous tue, allez négocier. On vous agresse, allez négocier. On vous vole, allez négocier. Mais pour l'Ukraine, on dit à la Russie, retire tes troupes. Au Congo, allez négocier. Voilà, chers camarades, pourquoi nous, l'intersyndicale, nous rappelons à la classe politique que lorsqu'un pays est attaqué, cela n'est pas l'affaire du pouvoir, ni de l'opposition, mais c'est l'affaire de tout un pays, c'est l'affaire de tout un peuple. Nous devons nous mobiliser sans distinction d'obédience politique pour combattre nos ennemis communs. Les négociations des salons n'ajouteront que des problèmes, car ça fait 30 ans qu'on négocie, s'il vous plaît. Ça fait 30 ans, il n'y a pas de solution. Ça fait 30 ans qu'on négocie. On négocie lorsqu'il y a la bonne foi. C'est ça le principe. Nous sommes des négociateurs par excellence. On négocie quand il y a la bonne foi. Quand il n'y a pas la bonne foi, on se bat. Nous disions qu'en tant que syndical, nous sommes les apôtres et les praticiens des négociations. Mais la négociation est basée sur un principe sacré, la bonne foi. Mais quand on découvre que l'autre n'est pas de bonne foi, il y a un autre principe qui s'ajoute. On doit se battre. Alors, nous étions en train de dire, il n'y a ni pouvoir, ni opposition lorsque le pays est attaqué. Parce qu'on se bat pour le pouvoir quand un pays existe. Continuer à faire des querelles politiciennes pour le pouvoir pendant que les pays voisins, les multinationales et une certaine communauté internationale s'activent à déchirer le Congo, c'est une preuve d'irresponsabilité et d'immaturité. Autant nous avons hérité un Congo uni de nos aïeux, de nos ancêtres, la classe politique actuelle a le devoir de garder l'entièreté de la République démocratique du Congo et transmettre à la génération future un Congo uni, fort et prospère. Nous devons arrêter des trahisons contre notre propre pays. Les gens ne peuvent pas se justifier de prendre des armes, de tuer parce qu'ils ne se retrouvent pas. Parce que nous aussi, nous autres, ça fait des années qu'on ne se retrouve pas. On n'a pas pris les armes. Je disais, nous les travailleurs, les fonctionnaires, agents de l'État, on se retrouve toujours pas. Mais on n'a jamais pris les armes. Et nous ne prendrons jamais les armes contre notre propre pays. Mais nous continuons à nous battre.
nous continuons à revendiquer. Notre revendication, elle est là. C'est la parole contre parole. On ne prend pas les armes contre son pays. On ne tue pas ses frères pour s'installer au pouvoir. Voilà, c'est ça la position de l'intersyndicale. Voilà pourquoi l'intersyndicale, je disais, nous devons arrêter les trahisons contre notre pays. Nous devons arrêter l'infiltration de nos institutions. Nous devons, par les forces obscures qui sont ici, parce que même certaines ambassades sont ici, travaillent pour la balkanisation de notre pays. Ils soufflent le chaud et le froid entre Kinshasa et Kigali et Kampala. Ils sont là tous les jours, les uns avec l'opposition, les autres avec le pouvoir, mais ils sont dans un chemin. Nous pouvons les rassurer que le Congo ne partira pas. Nous nous battrons. Je disais, pour nous les travailleurs, le Congo ne partira pas. Un seul morceau du Congo ne partira pas. Même si les politiciens trahissent, même s'ils vont là-bas, nous prendrons le temps qu'il faudra. Mais aucun morceau du Congo ne partira. Pour cela, merci camarades, merci beaucoup. Pour terminer, l'intersyndicale soutient et encourage les efforts du chef de l'État visant à renforcer la capacité combative de nos forces armées. On doit armer notre armée. On doit entretenir nos militaires. Nous gagnerons la guerre. Nous la gagnerons. Voilà, messieurs, mesdames, distingués invités, telles sont les aspirations légitimes des forces ouvrières de la République démocratique du Congo. Que vive la RDC, que vivent nos forces armées. Je vous remercie.